Pendant que les présidents tombent, les contrats tiennent. En Afrique, rien ne bouge sans Paris. L'uranium du Niger part chez Areva. Le pétrole du Gabon et du Congo va à Total. Les ports sont tenus par Bolloré. Les accords sont secrets, signés sous protection militaire. Quand un pays veut renégocier, des troubles éclatent. L'armée française protège les intérêts, pas les peuples. En 2019, des documents internes fuitent. Paris savait que ses armes tuent des civils au Yémen, mais continue de vendre. Le Quai d'Orsay valide, Dassault l'encaisse. Depuis 60 ans, la France ne colonise plus avec des soldats, mais avec des banques, des bases militaires et des multinationales. Le drapeau est parti, mais les pipelines, eux, sont restés. L'empreinte de l'histoire coloniale continue de se faire sentir dans les relations internationales d'aujourd'hui. Dans les années 1960, la France sait qu'elle perd ses colonies. Alors deux hommes lancent un plan secret, Ruf et Pinet, conseillers de Gaulle. Leur objectif, garder le contrôle de l'Afrique, sans drapeau. Le plan Rueff-Pinet impose une monnaie, le franc CFA. Derrière, une arme invisible. Paris garde l'or, contrôle les banques centrales, valide tous les budgets. Si un président refuse, il saute. Sankara l'a fait. Il a été exécuté. Olympio aussi. Houphouët-Boigny, lui, a obéi. Il a survécu. La France finance des coups d'État, arme des milices, choisit qui doit diriger. Les contrats miniers, pétroliers, passent tous par l'Élysée. L'Afrique est indépendante, mais pas libre. Pendant qu'elle enterre ses fils, Paris encaisse. Tout ça n'a jamais été voté, mais tout a été signé. Le franc CFA devient un symbole de l'emprise économique de la France sur l'Afrique. Les dirigeants africains se réunissent, souvent sous pression, pour discuter des conditions imposées. Tout commence avec Sylvanus Olympio, le premier président du Togo, qui refuse le franc CFA et crée une monnaie nationale. 3 jours plus tard, il est abattu devant l'ambassade américaine par des soldats formés par la France. Même scénario en 1987. Thomas Sankara, au Burkina Faso, veut sortir du CFA, dénoncer la dette coloniale et nationaliser les ressources. Il est tué dans un coup d'État dirigé par Blaise Compaoré, protégé de la France-Afrique. Des archives déclassifiées, des témoins et des journalistes confirment les pressions françaises. Ceux qui obéissent restent au pouvoir. Ceux qui résistent sont éliminés. Derrière chaque mort, une monnaie, un contrat, une consigne. Ce n'était pas une indépendance, c'était un piège. Aujourd'hui, ce système est encore plus efficace. Le franc CFA existe toujours. Il change de nom, pas de maître. Les réserves sont encore logées à Paris. La France garde 15 bases militaires actives en Afrique. Les présidents sont élus, mais formés, financés et validés par l'Élysée. Les télécoms passent par Orange, les banques par BNP, les données par Thales. Les médias locaux sont subventionnés. Les élites vivent à Paris. Et quand un peuple se soulève, Mali, Burkina, Niger, la réaction est la même. Les sanctions, menaces, isolement. On ne parle plus d'indépendance. On parle d'occupation sans uniforme. Le colonialisme n'a pas disparu. Il a mis un costume, un logo, une connexion 4G. En 1960, au Sahara algérien, la France teste sa première bombe nucléaire à Regan. Pour en mesurer les effets sur le corps humain, l'armée envoie des soldats africains dans la zone irradiée. Appelés du Mali, du Tchad, du Niger, d'Algérie, on leur fait croire à un simple exercice. Aucun masque, aucune alerte. En réalité, ils sont volontairement exposés au souffle et aux radiations, pour observation comportementale. Vomissements, brûlures internes, perte de cheveux, cécité, cancer fulgurant. Leurs enfants naîtront avec des malformations. Les soldats blancs, eux, sont protégés à distance. En 2010, les documents de l'opération Gerboise sont déclassifiés par l'Assemblée nationale. L'affaire avait été classée secret défense par De Gaulle et le général Aïret, chef des armées. La CRIERAD parle de crimes scientifiques. L'ONU dénonce une violation grave des droits humains. Ces hommes ont été sacrifiés, effacés, méthodiquement, racistement. Cette histoire tragique continue de hanter les mémoires et demande justice pour ceux qui ont été sacrifiés. En 2003, la France envoie l'armée dans la ville de Bunia pour prétendument protéger les civils, mais en réalité pour défendre les intérêts d'entreprises exploitant les ressources. Les milices Hema de Thomas Lubanga et Landou de Floribert Njabou s'affrontent, témoignant d'une lutte sanglante pour le contrôle des ressources minières. Des enfants sont brûlés, des femmes violées,
et des villages rasés dans ce conflit d'une brutalité inimaginable. Les soldats français, dirigés par Jean-Paul Tonier, choisissent de protéger les zones minières tout en restant passifs face aux atrocités. L'ONU observe et note les massacres, mais son inaction permet à des armes d'Europe de continuer à alimenter les milices. Ces mines valent des milliards, et le résultat est un bilan tragique. 60 000 morts, 0 coupable, mais des contrats renouvelés. La réalité est amère. Des vies perdues, tandis que les entreprises continuent à prospérer grâce à l'exploitation des ressources en conflit. Les habitants de Bunia s'élèvent contre l'injustice, appelant à la responsabilité pour les atrocités vécues.